Pendant plus de 2 décennies, un homme a incarné l'image de la télévision dominicale française. Son nom résonnait dans tous les foyers. Jacques Martin. Charmant, vif d'esprit, cultivé, il semblait intouchable. Chaque dimanche, il était le sourire autour duquel les familles se rassemblaient, celui qui transformait de simples après-midi en véritables événements nationaux. Mais derrière cette apparente chaleur se cachait une réalité bien plus complexe. Un homme marqué par des cicatrices émotionnelles profondes, des humiliations répétées et un lent déclin, invisible aux yeux du public. Jacques Martin a fait rire des millions de Français, mais ces dernières années furent silencieuses et solitaires. Il regardait un monde qu'il avait contribué à bâtir continuer sans lui, comme si tout son empire s'éloignait progressivement. Lorsque la France apprit sa mort, en 2007, les hommages soulignèrent son génie, son élégance et son humour légendaire. Mais presque personne ne mentionna la douleur qu'il avait portée toute sa vie, depuis l'enfance jusqu'à ses derniers instants. Sa vie fut une trajectoire hors du commun. Des planches de théâtre aux studios télévisés, des triomphes éclatants à la trahison, des réussites publiques à la solitude et à la maladie. Derrière chaque éclat de rire qu'il provoquait se cachait une tristesse profonde, toujours présente, jamais oubliée. Ce récit n'est pas seulement l'histoire d'un animateur de télévision, c'est celle d'un homme qui a connu la gloire et la célébrité, mais qui a découvert que les applaudissements et la reconnaissance ne suffisent jamais à combler le vide intérieur. Jacques Martin a conquis toute une époque, mais il s'est retrouvé seul face à la fin. Son parcours témoigne d'un éclat de génie assombri par le désespoir, rappelant tristement que la célébrité ne peut guérir les blessures de l'âme. Derrière le rire et la légèreté se cachait un cœur fragile, un enfant blessé qui n'a jamais cessé de chercher l'amour et l'affection qui lui avaient été refusés. Dans cette histoire, nous allons découvrir non seulement l'homme derrière le sourire, mais aussi l'enfant qui a grandi dans la peur, le jeune artiste qui a trouvé refuge sur scène et l'animateur qui a marqué une génération. Nous explorons les moments de gloire, les instants de solitude et les combats silencieux qui ont jalonné sa vie. Ce récit est une plongée dans les lumières et les ombres de la vie d'un génie du divertissement, une fresque humaine où le rire et la tristesse se côtoient étroitement. En retraçant le parcours de Jacques Martin, de ses premières blessures d'enfance à sa consécration télévisuelle et à ses derniers instants, nous comprenons mieux que le succès et la renommée ne suffisent jamais à combler un cœur en souffrance. Cette histoire est une leçon d'humanité, un rappel que même ceux qui semblent invincibles portent souvent des fardeaux invisibles. Le miroir de la télévision, disait-il, reflète la vie telle qu'elle est, parfois éclatante, parfois douloureuse. Et dans ce miroir, Jacques Martin se reflète à la fois comme un homme adoré par tous et comme un être profondément humain, fragile et solitaire. Une enfance façonnée par la peur. Jacques-Claude Martin est né le 22 juin 1933 dans le 4e arrondissement de Lyon, au sein d'une famille qui, de l'extérieur, semblait incarner le prestige et le confort bourgeois. Son père, Johannes Martin, était un industriel brillant, mais également un musicien accompli, capable de jouer de cet instrument avec une virtuosité impressionnante. Sa mère, Germaine du Cerf, descendait d'une lignée culinaire renommée. Son propre père, Johannes du Cerf, avait été chef personnel du tsar Nicolas II de Russie avant de diriger le prestigieux restaurant lyonnais, l'Universel. Tout annonçait une enfance baignée dans l'élégance, la culture et l'abondance. Mais cette façade brillante cachait un quotidien beaucoup plus sombre et complexe. Derrière les portes closes de leur maison, l'atmosphère était lourde et silencieuse. Johannes revenait profondément marqué de la Première Guerre mondiale. Les tranchées avaient volé non seulement sa jeunesse, mais également sa stabilité mentale. Comme beaucoup de soldats, il souffrait d'un traumatisme invisible, ce que l'on appellerait aujourd'hui un trouble de stress post-traumatique. À l'époque, on réduisait ces blessures de l'esprit à une simple mélancolie, voire une faiblesse de caractère. Tourmenté par les souvenirs incessants de la mort et de la violence, Johannes chercha un refuge dans l'alcool. Au début, ce breuvage semblait apaiser ses souffrances, mais rapidement, il devint un ennemi destructeur. Lorsqu'il n'avait plus d'alcool à disposition, il en venait à consommer du parfum, de l'eau de Cologne ou même de l'eau de toilette. Jacques, enfant, était spectateur impuissant de la lente déchéance de son père. Il regardait cet homme autrefois brillant sombrer dans une spirale d'autodestruction, un processus honteux et douloureux. La mort de Johannes marqua pour Jacques une première fissure émotionnelle profonde. La perte du père, cet homme qui aurait dû être son repère et son guide, laissa un vide immense, teinté de tristesse et de honte. Sa mère se remaria peu après et donna naissance à un autre enfant. Jacques ressentit rapidement qu'il était remplacé, délaissé. Son désir d'affection demeura insatisfait. Germaine, élégante et distante, ne montrait que peu de tendresse. Des années plus tard, Jacques confia qu'il avait passé toute son enfance à attendre que sa mère lui dise ces mots simples et pourtant essentiels. « Je t'aime ». Ces mots ne vinrent jamais. À l'âge de 5 ans,
Au moment où la guerre éclatait à nouveau en Europe, Jacques fut envoyé dans un pensionnat jésuite strict et austère. Cet établissement, où l'on valorisait l'obéissance plutôt que la compassion, imposait des règles sévères et des punitions constantes. La solitude devint rapidement une habitude, un compagnon silencieux. Jacques décrit plus tard ces années comme un véritable bagne. « J'ai connu l'univers concentrationnaire dès l'enfance », dira-t-il. Dans ce lieu rigide, il apprit que survivre signifiait se maîtriser. L'expression des émotions était perçue comme un danger, et l'indépendance devenait une nécessité. Le silence des dortoirs devint un maître, un guide tacite qu'il suivit tout au long de sa vie. Malgré l'âpreté de son environnement, Jacques développa des mécanismes de survie. Le contrôle de soi, la retenue, la vigilance constante devinrent des réflexes. Chaque geste et chaque mot était pesé et mesuré. L'enfant qui tremblait autrefois devant les prêtres et la punition cultivait désormais une force intérieure, un sens aigu de l'observation et une capacité à s'adapter aux situations les plus strictes. Ces compétences, acquises dans la douleur et la privation d'affection, allaient plus tard se révéler essentielles pour sa carrière artistique. Sous le futur animateur charismatique, il y avait encore le petit garçon blessé, brillant mais solitaire, toujours en quête d'amour. La peur et l'abandon furent ses premiers enseignants. Cependant, ces expériences traumatisantes façonnèrent également sa résilience et sa détermination. Il apprit à survivre en silence, à se cacher derrière les masques et à canaliser son énergie vers des échappatoires créatives. Le théâtre, la performance et le rire allaient devenir ses refuges, des moyens de transformer la douleur en pouvoir et en reconnaissance. Ainsi, l'enfance de Jacques Martin fut un paradoxe, un mélange de culture, de privilèges apparents et de souffrances intérieures. Il grandit avec une conscience aiguë de la fragilité humaine, comprenant très tôt que le monde pouvait être cruel et injuste, même pour ceux qui semblent entourés de tout ce qui est nécessaire pour être heureux. Cette enfance marquée par la peur, la solitude et le manque d'affection laissa des traces indélébiles, mais elle fut aussi le terreau de son génie futur. Jacques apprit que le rire pouvait être un bouclier, que l'attention des autres pouvait se conquérir par la créativité, et que la scène pouvait devenir un sanctuaire où il pouvait enfin trouver un semblant de contrôle et de reconnaissance. L'ascension d'un génie. À la fin de son adolescence, Jacques Martin transforma sa douleur et ses blessures en une force créative qui allait marquer sa vie et la télévision française. Le garçon qui autrefois tremblait devant l'autorité des prêtres et les punitions strictes découvrit un refuge inattendu, la scène. C'est là qu'il réalisa que le théâtre et la performance pouvaient lui offrir ce que la vie lui avait refusé, le pouvoir de captiver, d'émouvoir et d'être reconnu. À seulement 16 ans, il quitta Lyon pour Paris, une ville qui, bien que marquée par les cicatrices de la guerre, vibrait d'une énergie artistique et culturelle unique. À Paris, Jacques s'inscrivit dans l'école de théâtre dirigée par Charles Dulin, l'un des maîtres incontestés de l'art dramatique français, qui avait formé de grands noms comme Michel Côté et Jean-Louis Barrault. Les cours de Dulin étaient exigeants, mêlant rigueur et émotion, et forçaient les élèves à affronter ce qu'ils fuyaient instinctivement, leurs propres limites, leurs peurs et leurs blessures. Mais pour Jacques, cette discipline ne fut pas une punition, elle devint une voie de rédemption. Il trouva dans l'art dramatique une structure et un objectif qui lui permettaient enfin de canaliser son énergie, son intelligence et sa sensibilité. Vivant dans une précarité assumée, il survécut grâce à de petits boulots, à des cafés bon marché et à ses rêves. Pourtant, aucune de ces privations ne pouvait éteindre sa détermination. Il se produisait partout où l'on voulait bien de lui, cabarets enfumés, cafés-théâtres ou petites salles de province. Très vite, le public remarqua qu'il n'était pas seulement drôle. Son sens du rythme, sa précision et sa capacité à transformer chaque réplique en petit chef-d'œuvre théâtral impressionnaient et captivaient. Jacques n'était pas un simple amuseur. Il était un créateur d'univers, un maître de l'attention. Son talent attira l'attention d'acteurs et de metteurs en scène influents. Jean Le Poulain le choisit pour jouer dans La Tour de Nesle, une étape importante qui le propulsa sur la scène parisienne. Puis vinrent les premières reconnaissances publiques. En rejoignant le Barabli, un cabaret satirique à Strasbourg dirigé par Germain Muller, Jacques rencontra Jean-Yann. Ensemble, ils développèrent une alchimie exceptionnelle. Leurs sketchs combinaient humour absurde et critique sociale, ridiculisant politique, religieux et même l'histoire française avec une audace rare. Leur humour, parfois jugé scandaleux, allait les rendre célèbres. En 1964, leur émission sur l'ORTF fit scandale après un sketch où Jacques représentait Napoléon et ses maréchaux en coureur du Tour de France. La télévision de l'époque jugea la scène inacceptable et l'émission fut interrompue. Mais loin de nuire à sa carrière, ce scandale propulsa Jacques Martin sous les projecteurs. La controverse révéla au public un esprit audacieux, intelligent et irrévérencieux, capable de transformer l'absurde en un art parfaitement calculé.
Vers la fin des années 1960, il se diversifia encore, explorant la chanson et le cabaret. Il assura même la première partie de Jacques Brel à l'Olympia, révélant un talent pour la musique et la performance scénique qui allait nourrir ses futurs spectacles télévisés. Avec Francis Weber, il écrivit la comédie musicale Petit Pousset, présentée à Bobino en 1967. Bien que la pièce ne connaisse pas le succès attendu, elle prouvait que Jacques Martin ne connaissait aucune limite à sa créativité et à sa soif de nouvelles expériences artistiques. Le véritable tournant survint en 1975 avec l'apparition du Petit Rapporteur, émission satirique qui révéla son génie à l'échelle nationale. Chaque dimanche, il exposait avec une élégance tranchante les hypocrisies et absurdités de la société française. La télévision n'était plus seulement un métier pour Jacques Martin, elle devint un instrument de rédemption. La scène ne le punissait plus, elle le célébrait. Chaque mot, chaque geste, chaque sourire aux critiques faisait de lui un maître incontesté de l'art du divertissement. Dans ces années, Jacques Martin devint une institution. Il imposait sa vision, contrôlait chaque aspect de ses émissions et façonnait son univers avec la minutie d'un chef d'orchestre. Il n'était plus seulement un humoriste ou un acteur. Il incarnait le souffle d'une époque entière, le roi des dimanches, celui qui savait captiver des millions de téléspectateurs tout en restant, paradoxalement, profondément humain et vulnérable. Mais derrière cette ascension spectaculaire se dessinait déjà une dualité, un contraste entre la gloire publique et la solitude privée. Le jeune homme blessé de Lyon n'avait jamais disparu. Il continuait de chercher la reconnaissance et l'affection qu'il n'avait jamais reçue. Le rire qu'il distribuait à des millions de spectateurs servait aussi de bouclier, protégeant le cœur fragile de l'enfant qu'il avait été. Le succès et l'admiration masquaient une quête silencieuse, celle de combler un vide intérieur, celui qui naît lorsqu'un amour véritable fait défaut pendant l'enfance. C'est dans cette tension entre la lumière éclatante de la scène et l'ombre persistante de sa solitude que se construit l'ascension de Jacques Martin. Le public voyait un génie drôle, intelligent et charmeur, mais il ignorait tout de l'enfant blessé, de l'adolescent fragile et de l'homme en quête d'amour derrière le sourire. Cette dualité, subtile mais profonde, allait traverser toute sa vie, guidant ses choix artistiques, ses relations et sa manière de se confronter au monde. Le roi des dimanches. Au milieu des années 1970, Jacques Martin atteignit le sommet de sa carrière et devint une véritable icône nationale. Il ne se contentait plus d'être un humoriste ou un acteur. Il incarnait désormais un rituel dominical pour des millions de Français. Son émission, Dimanche Martin, devint rapidement un rendez-vous incontournable, mêlant culture, variété, humour et musique sous un même nom. Chaque dimanche après-midi, les familles s'installaient devant leur écran pour plonger dans l'univers unique qu'il avait créé, où le rire, la curiosité et la légèreté côtoyaient toujours un esprit finement critique. La force de Jacques Martin résidait dans sa capacité à combiner sérieux et légèreté. Il savait faire rire sans blesser, élever sans prétention, et créer une atmosphère chaleureuse qui donnait à chaque spectateur le sentiment d'être reconnu et impliqué. Parmi ses créations les plus célèbres figure l'École des fans, un programme qui allait devenir un véritable phénomène culturel. Chaque semaine, des enfants venaient chanter pour une vedette invitée, sous le regard bienveillant et parfois taquin de Jacques Martin. À la fin de chaque passage, il prononçait la phrase devenue mythique. « Ils ont tous gagné ». Ces mots simples étaient une manifestation de son talent, créer un espace où chacun pouvait se sentir valorisé, même dans un monde souvent cynique et impitoyable. Malgré l'apparente légèreté de ses émissions, Martin était un perfectionniste obsessionnel. Chaque détail de ses programmes passait sous son contrôle, de l'écriture des textes à la réalisation, en passant par le montage final. Ses collaborateurs l'admiraient pour sa créativité et son intelligence, mais redoutaient également ses colères et son exigence absolue. L'actrice Danielle Even, l'une de ses anciennes compagnes, se souvient d'un homme brillant mais impossible, capable de transformer chaque discussion ou réunion en un exercice de discipline rigoureux. Il voulait tout contrôler, car pour lui, le moindre écart représentait un risque pour la perfection de l'instant. Cette obsession du contrôle se reflétait aussi dans sa vie personnelle. Jacques Martin eut 8 enfants avec 4 femmes différentes, Annie Lefebvre, Danielle Even, Cécilia Siganet-Beniz et Céline Boisson. Ces relations furent souvent passionnées, mais également tumultueuses. La rancune et les conflits se succédaient, et il se retrouva fréquemment seul face à ses choix. Marion Guesme, une autre femme de sa vie, le décrivit comme un homme dévoré par ses propres démons. Pourtant, aucun de ces conflits privés ne transparaissait à l'écran. Avec son sourire, sa voix assurée et son costume soigneusement choisi, Jacques Martin incarnait l'optimisme et la gaieté française. Chaque dimanche, le public ne voyait qu'un homme radieux et intouchable, mais derrière le rideau, Jacques continuait de lutter contre les blessures de son enfance.
Les applaudissements et le rire des spectateurs étaient pour lui un rempart fragile contre des décennies de solitude et de manque d'affection. Chaque sourire d'enfant, chaque réplique parfaitement exécutée, chaque chanson ou sketch réussi constituait des tentatives pour combler un vide émotionnel qu'aucune gloire ne pouvait véritablement effacer. Le succès de Jacques Martin ne se limitait pas à ses émissions. Il influença profondément la télévision française en imposant un style unique, mêlant variété, humour et culture dans un format qui captait simultanément petit et grand. Son sens de la scène, sa capacité à improviser et à créer des interactions sincères avec ses invités et les participants étaient remarquables. Il avait su transformer la télévision en un espace vivant, où chaque spectateur pouvait ressentir qu'il faisait partie d'une expérience collective. Pourtant, cette période d'apogée n'était pas exempte de tensions. La télévision française, qui avait longtemps été un terrain fertile pour son inventivité, commença à évoluer. Les nouvelles générations de téléspectateurs recherchaient des programmes plus rapides, plus audacieux, souvent inspirés des formats américains. Le paysage audiovisuel changeait rapidement, et l'influence de Jacques Martin, bien que toujours immense, devait désormais faire face à ces mutations. Malgré cela, il restait maître de son univers. Chaque programme qu'il lançait était le fruit d'un contrôle rigoureux, mais aussi d'une créativité exceptionnelle. Il savait identifier ce qui captiverait son public et comment maintenir un équilibre entre divertissement et profondeur, humour et émotion, légèreté et pertinence. Les Français le regardaient non seulement pour rire, mais aussi pour sentir qu'il participait à quelque chose de plus grand, une tradition dominicale qui unissait plusieurs générations autour de la télévision et du plaisir partagé. Ainsi, Dimanche Martin et ses émissions associées ne furent pas seulement un succès artistique et populaire. Elles incarnaient une époque, un moment où la télévision pouvait encore avoir une âme et transmettre une émotion sincère. Martin, en perfectionniste et visionnaire, sut transformer sa douleur intérieure en un spectacle qui rendait heureux des millions de Français. Son génie résidait dans sa capacité à créer une harmonie entre sa créativité personnelle et les attentes de son public, tout en masquant habilement ses blessures et sa solitude derrière le sourire et la chaleur qu'il offrait à l'écran. Cette période de gloire établit Jacques Martin comme le roi des dimanches, un animateur dont l'influence dépassait largement la simple comédie ou le divertissement. Il devint un symbole de constance et d'excellence dans un monde médiatique en constante évolution. Mais, malgré les sourires et les applaudissements, la dualité qui avait marqué sa jeunesse demeurait. Derrière la lumière et le rire, persistait une fragilité profonde, prête à se révéler dans les années à venir. L'héritage et le souvenir. Après la disparition de Jacques Martin, la France tout entière se retrouva confrontée à une absence que nul n'avait anticipée. L'homme qui, pendant plus de 2 décennies, avait été le visage familier des dimanches après-midi, le maître du rire et de la bienveillance à l'écran, n'était plus. Mais son influence, son œuvre et son empreinte sur la télévision française restèrent intactes, profondément ancrées dans la mémoire collective. Ses funérailles, sa succession et la manière dont il fut commémoré révèlent non seulement l'importance de son parcours, mais aussi la complexité d'un homme dont la vie fut marquée par le génie et la solitude. Les funérailles de Jacques Martin eurent lieu à la cathédrale Saint-Jean de Lyon, sa ville natale où tout avait commencé. La cérémonie rassembla des centaines de personnes venues rendre hommage à celui qui avait transformé la télévision en un art capable de rassembler, d'émouvoir et de faire rire. Parmi elles, on retrouvait des artistes, des journalistes, des personnalités politiques et des anciens collaborateurs. Michel Drucker, Chantal Goya, Cécilia Sarkozy et le chef Paul Bocuse faisaient partie des nombreux témoins de cette dernière révérence à l'homme qui avait incarné la joie familiale sur les écrans. Ces 8 enfants, fruits de ses relations avec 4 femmes différentes, se retrouvèrent réunis pour la première fois. David, Élise, Frédéric, Jean-Baptiste, Judith, Jean-Marie, Juliette et Clovis. Chacun, à sa manière, avaient été témoins de la complexité de leur père, de ses éclats de génie à ses colères imprévisibles, mais aussi de sa tendresse, de ses encouragements et de ses rires partagés dans des moments rares de vie familiale. Loin des projecteurs, ils se rassemblèrent pour honorer cet homme qui, malgré ses contradictions, avait marqué leur vie. Après la cérémonie, le cercueil de Jacques Martin fut inhumé au cimetière de la Guillotière, auprès de ses parents. Ce lieu, symboliquement chargé, rappelait les origines de sa vie, les blessures de l'enfance et le chemin qu'il avait parcouru depuis les ombres de Lyon jusqu'aux lumières de la télévision nationale. Dans ces derniers instants, la paix semblait enfin lui être accordée, un contraste frappant avec le tumulte de ces années de gloire et de solitude. Ils ont mené une campagne pour liquider Jacques Martin. Pour un homme dont la vie entière avait été façonnée par la validation du public, le silence soudain de l'antenne devint une blessure insupportable. Mais la tragédie ne s'arrêta pas là. Quelques jours seulement après cette annonce, Jacques Martin fut victime d'un grave accident vasculaire cérébral, AVC. Ce coup du destin fut brutal.
Il sortit de l'hôpital partiellement paralysé, incapable de parler distinctement et contraint de se déplacer en fauteuil roulant. La télévision, qui avait été son royaume, ne le reconnaissait plus et ne put jamais revenir à l'antenne. Son ami proche, Jean-Claude Brialy, remplaça pour lui lors de la dernière émission, s'adressant directement à l'animateur absent. « Jacques, je sais que tu nous regardes. » Ce jour-là, Jacques Martin fut spectateur de ses propres adieux, regardant silencieusement l'empire qu'il avait bâti se poursuivre sans lui. L'AVC marqua le début d'un déclin long et douloureux. Malgré des séances de rééducation et l'aide de professionnels de santé, il ne retrouva jamais pleinement ses capacités. Sa voix, autrefois puissante et charismatique, devint hésitante. Ses gestes, autrefois précis et maîtrisés, furent désormais maladroits. L'homme qui avait dominé les dimanches français se retrouva impuissant, enfermé dans un corps qui ne répondait plus et dans un silence qui lui était insupportable. Sa maison de Neuilly-sur-Seine devint son refuge initial, mais il finit par rejoindre une résidence médicalisée à Courbevoie, où seuls quelques amis fidèles, comme Laurent Ruquier, venaient encore lui rendre visite. Ceux qui l'ont côtoyé à cette période décrivent un homme humilié et abattu par son état. L'animateur debout, rayonnant et maître de son univers devant des millions de spectateurs, ne supportait plus d'être vu dans cette condition de vulnérabilité. Il refusa les interviews, les visites inutiles et même les appels de ses anciens collègues. La télévision, qui avait longtemps été sa source de pouvoir et de réconfort, n'était plus qu'un fantôme de ce qu'elle avait été. Pour la première fois depuis son enfance, Jacques Martin se retrouva seul, impuissant et incapable d'influencer son destin. La vie de Jacques Martin nous rappelle que même ceux qui semblent invincibles peuvent traverser des épreuves invisibles. Derrière le rire et la lumière des projecteurs, il y avait un homme en quête d'amour et de reconnaissance. Mais son parcours nous montre aussi la puissance de la passion, de la créativité et de la persévérance. Il a transformé des dimanches ordinaires en moments de joie et a laissé un héritage qui continue d'inspirer des générations. Alors, souvenons-nous de son courage et de sa capacité à donner du bonheur aux autres malgré ses propres douleurs. Et peut-être que, nous aussi, nous pouvons choisir d'apporter un peu de lumière autour de nous, de rire, de créer et de partager la chaleur humaine. Après tout, c'est en donnant que l'on construit un héritage qui dépasse le temps.